semaine, la grève des inspecteurs se poursuit depuis mardi. Dans leur viseur, la réforme du permis de conduire qui prévoit une libéralisation du secteur. Les élèves sont les premiers impactés. Aucun examen n'est assuré jusqu'à nouvel ordre. Dans ce journal également, la question des apprentis qui peinent à se frayer un chemin sur le marché du travail. Peu d'entreprises sont en mesure de les accueillir. Ces jeunes travailleurs à former sont trop coûteux, selon eux. Enfin, notre série Made in Guyane se poursuit avec ce soir un coup de projecteur sur la préparation de produits cosmétiques 100% naturels et 100% Guyane. Une entreprise s'y consacre depuis 2013 et nous a ouvert ses portes. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal de ce vendredi 18 mars. Je vous le disais, les inspecteurs du permis de conduire sont en grève illimitée depuis mardi. Ils dénoncent la réforme du permis de conduire qui prévoit la libéralisation du secteur. Premiers impactés, les élèves. Les examens sont reportés et ils doivent payer des heures de conduite supplémentaires pour tenter de garder la main. Mia Pierre. Les inspecteurs du permis de conduire sont en grève illimitée. Ils sont contre la réforme du permis qui vise à la privatisation. Pour eux, il s'agit d'une arnaque. Au départ, le système français faisait qu'on se favorisait les échecs. Donc vous ferez une autre émission sans doute pour l'expliquer. Donc on favorisait les échecs. Au résultat, on s'est retrouvé avec des délais d'attente très longs entre les examens. Et là, l'État dit, comme les délais d'attente sont trop longs entre les examens et qu'on ne peut pas fournir plus de fonctionnaires parce qu'on n'en veut plus, donc du coup, on est obligé de privatiser. Ils nous gavent d'examens, ils nous ont rajouté une unité en plus. En fait, on a tout basé sur les examens alors qu'il faudrait tout baser sur la formation. Pendant que les inspecteurs continuent à mettre la pression, les élèves subissent les conséquences. Les examens sont tous reportés. Nous devons faire patienter nos élèves qui devaient passer déjà l'examen, donc ça les a pénalisés et ça va repousser d'autant plus toutes celles qui veulent passer par la suite. Et ces personnes vont devoir attendre pendant un moment jusqu'à la fin de la grève. Et sitôt cette grève finie, notre problème restera et persistera quand même, dans le sens qu'on devra reporter encore et encore d'autres personnes. Du coup, ça serait quasiment un truc sans fin. Voilà, on essaie d'éviter de trop plomber leur budget en ne voulant pas trop les obliger à prendre des heures, mais dans l'absolu, ils risquent de perdre un peu la main. Donc, au moment où on peut de nouveau les prévoir pour l'examen, on va organiser à ce moment-là des séances préalables pour pouvoir conduire au moins 2-3 heures avant de repasser l'examen. Et si ça dure trop longtemps, le problème, comme ils n'ont pas beaucoup d'expérience, ils risquent de perdre beaucoup. Pour les inspecteurs, cette réforme néglige et réduit leur mission de formation. Autre question sociale, celle des agents de l'IEDOM, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. 95% d'entre eux s'opposent à la modification du statut de la structure. En clair, ils passeraient du domaine public au secteur privé, un risque pour leurs avantages sociaux notamment. Ils ont donc signé une motion contre le projet qui sera examiné le 30 mars en Conseil des ministres. On écoute le délégué syndical CDTG, il répond aux questions de Marie-Haute Lébert. C'est un travail qu'on essaye de faire en amont pour dire attention, on surveille quand même ce qui se passe et qu'on sera très attentif à ce qui va se passer par la suite. On nous dit qu'il n'y aura aucun changement, c'est-à-dire qu'il y aura une filialisation, mais qu'il n'y aura aucun changement sur le statut juridique de l'IEDOM. Et ça, on n'arrive pas à comprendre ce discours. Ça peut créer, on ne va pas dire des licenciements, ça n'ira pas jusqu'au licenciement, mais ça ira, à mon avis et à l'avis de la majorité, jusqu'au non-remplacement des parents. Nous sommes très inquiets pour notre avenir et voilà, c'est surtout ça qui fait que nous nous mobilisons et je salue quand même la solidarité qu'il y a entre tous les DOM. On est tous sur le même piédestal, on est tous au même point et on se pose tous la même question. Voilà. Quel sera notre avenir ? Intéressons-nous maintenant à la question des apprentis, ces jeunes en formation à la recherche d'un emploi en alternance. Ils peinent de plus en plus à trouver une entreprise en mesure de les accueillir. Des entreprises qui font face à plusieurs manques, notamment de financement. Pour un apprenti, un patron est aidé à hauteur de 2 000 € par an et débourse en moyenne 75% du SMIC chaque mois. Nous nous sommes rendus dans une boulangerie où 3 jeunes apprennent leur métier. Exemple avec Maxime de la Houplière. Mais tout, c'est déjà en place pour ton gâteau maracuja là? Non, en place là. Ah ben allez go papy. À la boulangerie Perpon, les apprentis blanchissent, saupoudrent, caramélisent et s'imprègnent ainsi du savoir-faire de leur patron. Une formation de 2 ans en entreprise, devenue presque impossible à dégoter. Le jour où je suis arrivée ici, ça m'a soulagée.
Parce que je me suis dit que je pouvais poursuivre mes études et puis obtenir mon CAP pâtisserie. Parce que franchement, de septembre à décembre, j'étais en panique. Et puis en plus, fin décembre, c'était le tri entre guillemets des apprentis au CFA. Et du coup, si j'aurais pas trouvé le patron, j'aurais pu être au CFA et du coup, j'aurais dû rester chez moi. Ça nous coûte très cher les apprentis. Les collectivités ne jouent pas le jeu, je dirais. Hein, le système en lui-même ne joue pas le jeu. Mais nous, il faut les former. Donc c'est vrai qu'on perd des sous. Malheureusement, les patrons qui acceptent de transmettre leur savoir se font de plus en plus rares. Aujourd'hui, environ 30% des apprentis ne trouvent pas de chaperon. En cause, un manque de moyens financiers, mais aussi un manque de temps. Un formateur passe en moyenne 40% de son temps avec son élève. Ça va être rentable bientôt, en fait. C'est vers ça qu'on tend, puisque l'apprentissage veut nous donner la sécurité de l'embauche. Et ces jeunes qui apprennent chez moi aujourd'hui, ils seront encore présents demain, normalement, et ils auront un savoir-faire qui va nous permettre d'évoluer. Un investissement qui n'est compensé que par des aides minimes et qui ne permettent aucune rentabilité, du moins pas en termes financiers. Lindsay, on va prendre la température du sucre, donc place ton thermomètre à l'intérieur du... C'est quoi la bonne température pour le sucre? 120. Au lieu de donner des subventions, des aides aux employeurs, transférer le RSA, qui est aujourd'hui distribué un peu n'importe comment, vers au moins la première année d'apprentissage. Parce que la première année, le jeune, il ne sait pas encore ce qu'il veut faire. Donc, il va découvrir un métier, peut-être qu'il peut changer entre-temps, mais ce n'est pas la charge du patron. Je pense que ça faciliterait les relations. On a déjà fait cette démarche-là, mais apparemment, ce n'est pas possible. Mais il faut réorienter ça, sinon, on ne pourra pas avancer. Ce n'est pas possible. Impossible d'avancer sans réformer le système, donc. Mais au-delà de cette problématique, des voix s'élèvent contre les comportements souvent dilettantes des apprentis. Un manque de motivation et d'implication qui fait fuir encore un peu plus les entreprises. Du côté de la santé, la médiatrice désignée par le ministère pour élaborer un plan de financement pour les hôpitaux de Guyane a achevé sa mission aujourd'hui. Chantal Singly a présenté le bilan qu'elle va transmettre à la ministre de la Santé. Un rapport en 3 plans, dont un plan d'urgence à mettre en place immédiatement. Elle le remettra donc lundi au cabinet de Marisol Touraine. Les syndicats attendent des retombées rapides. On écoute le président du syndicat des médecins au micro de Mia Pierre. A priori, un plan d'urgence. Dans quelques jours, pour de l'argent frais pour remettre en état les catastrophes de l'hôpital. Un plan à moyen terme, un plan à long terme. Ensuite, au niveau de la gouvernance, nous avons posé des questions claires sur l'avenir du directeur. Elle nous demande de travailler avec lui. Tout le monde sait qu'on ne peut pas, puisqu'il était contre la concertation depuis le début. Donc on espère un signal fort du ministère la semaine prochaine, rapidement, pour changement de gouvernance. Ensuite, il nous demande de travailler avec l'ARS. On va bien être obligé de le faire. C'est beaucoup de couleuvres qu'on avale parce que depuis 3 ans, comme l'ARS n'a pas joué son rôle de contrôle, alors qu'on sait que la situation sanitaire était grave. Bon, nous allons travailler avec l'ARS. On ne veut pas non plus enlever tout le monde. Et donc travailler à ce nouveau plan d'investissement, ce projet immobilier de l'hôpital pour faire un hôpital de l'avenir. Et notamment ce qui est prévu de faire un centre hospitalier universitaire de Guyane. Voilà. Et mesure importante, la performance qui en fait était une mesure d'austérité, avait créé plus de lits avec moins de personnel, est abandonnée et nous verrons dans l'avenir comment améliorer. Madame de Singly nous a dit qu'elle a bien compris que dès lundi matin, elle est au ministère pour voir Madame la ministre Marisol Touraine et on espère les mesures d'urgence rapidement. Dans l'actualité également du changement en vue pour les fonctionnaires, la hausse de l'indice des salaires des fonctionnaires de 1,2% annoncée hier, un indice dégelé pour la première fois depuis 2010 et qui coûtera près de 2,5 milliards d'euros. Et puis la proposition de Victorin Lurel de supprimer la prime à la vie chère pour les départements d'outre-mer. La secrétaire générale de la fédération UNSA réagit sur ces 2 points au micro de Xavier Paul Lepelletier. 1,2, on en attendait plus, mais nous savions que compte tenu de la conjoncture actuelle, et pas plus en métropole, en France hexagonale qu'en Guyane, ça reste quand même insuffisant. Il est clair qu'au niveau des organisations syndicales, on en voulait plus parce qu'après 6 ans de gel, c'est peu. Mais comme on le dit, nous sommes une organisation syndicale réformiste. Nous prenons déjà ce 1,2 et nous essaierons au fur et à mesure, dans la négociation, de faire en sorte qu'il augmente au fur et à mesure, puisque nous sommes aussi conscients des difficultés. On pointe du doigt cette indemnité de vie chère systématiquement quand le gouvernement successif a des difficultés économiques et financières, mais ceci étant, si elle a été mise, c'est parce qu'il y a eu des études, des statistiques qui prouvent bien que la vie
dans les DOM et dans les TOM sont réellement au-dessus du coût de la vie au niveau de la France hexagonale. Nous avons effectivement les 40%, mais au niveau du privé, ils ont le 13e mois, ils ont des aides. Au niveau des personnes qui ne sont pas fonctionnaires, elles ont des aides sociales que nous ne percevons pas, ce qui donne un certain équilibre. Restez avec nous dans quelques instants. Votre série Made in Guyane. Nous nous intéresserons ce soir à une filière de cosmétiques 100% naturelle et 100% locale qui commence également à s'exporter. Et puis nous testerons nos qualités en orthographe avec les élèves du collège Justin Cataillé. Ils ont participé aujourd'hui à la dictée de l'association France-Québec. Reportage à suivre dans quelques instants. Mais avant, on poursuit d'abord avec notre invitée, Joëlle Prévost-Madère, chef d'entreprise, présidente de la CGPME Guyane. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler avec vous notamment de ce rapport de Victorin Lurel qui a été rendu au gouvernement hier. Un texte qui définit l'égalité réelle, analyse les causes des écarts entre l'Hexagone et les régions ultramarines. 35 recommandations déclinées en 75 propositions pour tenter justement de les réduire. Vous l'avez lu, qu'est-ce qui vous inspire ? Écoutez, effectivement, ce document reprend des propositions qui sont faites depuis des années. Ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, le constat qu'il n'y a pas d'égalité entre effectivement nos territoires et la métropole. Et certaines propositions nous conviennent parfaitement. Par contre, d'autres nous ont très fortement interpellés, pour ne pas dire choqués. Alors justement, on va peut-être rentrer dans le détail. Donc, l'ancien ministre des Outre-mer propose de revoir la surrémunération dont on parlait il y a quelques instants des fonctionnaires dans les DOM. Pour nous, donc les 40%. Cette idée ne vous plaît pas trop, d'après ce qu'on a compris? Alors, très exactement. Il propose d'étudier la révision de la surrémunération. Comme l'a expliqué la personne que vous avez interviewée il y a quelques instants, la représentante de l'UNSA, effectivement, la vie a un coût beaucoup plus élevé ici, puisqu'il y a déjà des études qui ont prouvé que le coût de l'alimentaire, par exemple, est 50% plus élevé qu'en métropole, et que la vie en moyenne, le panier de la ménagère, serait de l'ordre de 27% plus élevé en Guyane. 11 Antilles, métropole Réunion, Martinique, Guadeloupe, Réunion, le panier de la ménagère est de l'ordre plus élevé, de l'ordre entre 15 et 20%. Donc à un niveau moindre. Donc il est exact, on peut comprendre que pour ces personnes, ça puisse être une nouvelle qui ne soit pas très plaisante à entendre. Cela étant, cela fait des années que l'on parle de revoir ce système. Pourquoi pas? On dit pourquoi pas. Par contre, ce qui nous interpelle et ce que nous rejetons et refusons vraiment fortement, c'est le fait qu'il propose cette fois vraiment d'arrêter ce qu'on appelle la réfaction au niveau de l'impôt sur le revenu. Vous savez que toute personne qui vit sur le territoire bénéficie d'un abattement de 40%, de l'ordre de 40% sur donc, son revenu, avant donc, que l'on aboutisse à un montant d'impôt à payer après cet abattement, à hauteur d'un maximum de 6 700 €. Monsieur Lurel propose la suppression de cet abattement. Je trouve ça absolument choquant, surtout que lorsque l'on sait qu'en Guyane, nous cumulons un certain nombre de handicaps. Vous avez plus de 45% de la population qui ne vit que des minima sociaux, et ces minima sociaux sont en dessous du seuil de pauvreté donc, qui est défini au niveau national. Nous avons dans notre population, une population très jeune, 45% de jeunes qui ont moins de 25 ans, qui ne, pour l'instant, à qui on n'a pas, la possibilité d'offrir de l'emploi. Vous avez une économie qui est encore peu développée, un territoire vaste, enfin, un certain nombre de handicaps qui font que nous avons besoin de dispositifs tels que ceux-là, et on propose de les supprimer. Et donc justement, peut-être que ça ira encore dans ce sens concernant la proposition d'instaurer une TVA régionale, c'est une vieille idée, et qui n'est pas partagée par tout le monde. Alors, c'est pas tout à fait cela. Ce qui est choquant, c'est que, vous devez savoir qu'en Guyane, dans les territoires d'outre-mer, vous avez une TVA nationale qui est collectée pour le compte de l'État. En Guyane, elle est à taux zéro. À Mayotte, elle est aussi à taux zéro, puisque Mayotte n'est devenu département français que depuis peu. Monsieur Lurel propose, et en Martinique, Guadeloupe, Réunion, dans les Hauts-de-Rome, elle a un taux de 8. Monsieur Lurel propose que sur une période de 10 ans, on puisse rattraper ces taux, le taux des Antilles, pour la Guyane et Mayotte.
Si nous sommes à ce taux, justement, 0, c'est bien parce que nous cumulons beaucoup plus de handicaps. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le poids de l'immigration clandestine. Ce poids de l'immigration, donc, qui a un certain coût, tout cela participe de certaines décisions qui ont été prises, telles que, par exemple, la TVA serait à taux 0. Alors, avec tous ces points que vous évoquez, tous ces handicaps avec lesquels on part, en tout cas en Guyane, est-ce que vous pensez qu'il serait possible d'atteindre cette égalité réelle dont on parle? Alors, c'est ce qui m'interpelle un peu, parce que l'égalité réelle, c'était entre les départements d'outre-mer par rapport à la métropole. Exactement. Là, je vois qu'on parle d'égalité des outre-mer entre eux. Voilà. Or, et ce n'était pas l'idée de base. Mais pas du tout l'idée de base, parce que lorsqu'il a s'agi de mettre en place ce qu'on appelle les zones franches d'activité, on avait reconnu que chaque territoire avait ses spécificités, avait ses secteurs d'activité qui nécessitaient effectivement une aide plus ou moins importante et que par conséquent, on devait en tenir compte et qu'on ne pouvait pas généraliser. Donc j'avoue que je ne comprends pas mal cette novation dans la vision donc, de M. Lurel concernant l'égalité réelle. Et justement, quand vous dites que M. Lurel en veut à la Guyane, en fait, sur quoi vous vous basez, sur ce que vous évoquiez? Eh bien, déjà par rapport à ces éléments, mais parce qu'il propose aussi l'augmentation de l'octroi de mer régional. C'est une taxe, je rappelle qu'il s'agit d'une taxe qui est payée par toute production locale. Déjà, cette taxe est à un taux de 2,5%. Certains secteurs d'activité en sont exonérés. Si maintenant vous leur annoncez qu'il va falloir la payer jusqu'à un taux de 5% dans un délai donc, de 10 ans, comme on dit, ça ne va pas le faire. Ça va du tout. Mais le pire, puisqu'on parlait on parlait bien d'égalité réelle, il y a deux choses dont M. Lurel n'a pas parlé. D'abord, le fait que l'État ne paye pas son foncier, là ce serait une égalité réelle par rapport à la métropole. Et ensuite, le fait que la dotation globale, la dotation superficiaire qui rentre dans le calcul de la dotation globale des collectivités, elle soit plafonnée. Alors qu'il y a eu des rapports, même un rapport sénatorial, qui propose un déplafonnement progressif de justement cette dotation superficielle. Ben là, il n'y a pas de proposition pour permettre ce rattrapage. On va devoir vite finir cette interview, mais une dernière question très rapidement, si vous pouvez répondre. Vous avez démissionné aujourd'hui de l'association à laquelle vous contribuez, l'Observatoire des prix en Guyane. Pour quelle raison? Ben écoutez, parce que j'apprends par des médias que l'arrêté préfectoral donc, qui fixe de nouveau, c'est de façon annuelle, qui fixe les règles hein, dans le cadre donc, de cet accord du bouclier qualité-prix qui doit être pris avec différentes grandes surfaces et les services de l'État, c'est par les médias que j'apprends que ce document est sorti, alors que nous faisons partie de l'Observatoire des prix, donc les organisations patronales, les organisations syndicales de salariés, les associations de consommateurs, et nous ne recevons pas cette information. Et ce n'est pas la première fois que nous faisons remarquer. Lorsque nous faisons des réunions, il faut prévoir une deuxième réunion parce que le quorum n'est pas atteint. Je rappelle donc que le président, lui, il est basé en Guadeloupe. Les fonds pour faire fonctionner ces structures sont largement insuffisants puisque c'est basé sur le nombre d'habitants. Et évidemment, la Guyane. Bref. Merci beaucoup Joëlle Prévost-Madère d'avoir répondu à toutes ces questions. On va devoir malheureusement mettre un terme à cette interview très intéressante. Merci beaucoup. Dans votre série Made in Guyane, je vous l'annonçais tout à l'heure, on s'intéresse ce soir à une entreprise de cosmétiques. Elle a été lancée en 2013. Le concept est simple, prendre soin de son corps jusqu'aux cheveux avec des composants 100% naturels et des produits 100% Guyane, comme nous l'explique Xavier Paul Lepelletier. Bakouri, Karnarouba, Mouroumou, des plantes bien connues des amoureux de la forêt et bientôt des femmes soucieuses de leur beauté, grâce à Enich et sa gamme de cosmétiques 100% naturels made in Guyane. Nous avons aussi le Lukuba, d'accord? Le Lukuba, c'est la base de tous nos savons. Il est cicatrisant et il est hydratant. Toutes ces matières premières viennent de l'Amazonie, précisément de Belém, d'accord? Il y a vraiment un procédé extraordinaire d'extraction à froid qui garde toutes les propriétés des matières premières. C'est au sein du laboratoire de son entreprise que sont confectionnés et conditionnés l'ensemble de ses tout premiers cosmétiques guyanais. Aujourd'hui, avec Cécile, c'est de l'huile de carapa pour les instituts de beauté. Donc j'ai calculé ma matière qu'il me fallait en grammes d'huile. On a remonté la température de l'huile pour qu'elle soit bien liquide et limpide. Et une fois que ça c'est fait, on peut rajouter l'huile essentielle.
On agite bien pour que ça soit bien homogène. Je mets 100% de volume. 100% de volume, c'est 250 ml pour cette embouteilleuse. Pour Enich, maîtriser la pharmacopée est une affaire de famille qui lui vient de l'enfance. Une fois, j'étais jeune et puis j'ai arraché une dent. Et là, j'ai une hémorragie. Je pense qu'à peine 14 ans. Et mon père, il était allé au bout du jardin, il y avait un arbre, ça s'appelle l'acajou. Voilà, il a pris l'écorce d'acajou, il l'a mis dans l'eau, il a laissé tremper 10 minutes. D'accord. Et après, il m'a donné ça, il dit tiens, tu fais comme bonne bouche. Et tout de suite, ça a arrêté le saignement. Et ça m'a énormément marqué. Déjà lauréate d'un prix d'entrepreneuriat, Enich a bien l'intention de séduire le marché des produits de beauté à l'international. Nous avons des clients en Martinique, nous avons des clients à Saint-Martin. Et là, nous sommes en train de prospecter des clients au Canada. Sur le site internet, il y a des ventes autant au Canada comme en Suisse, à l'international. Mais ça, ce sont des clients particuliers. Là, nous sommes en train de prospecter pour l'exportation, pour trouver des clients revendeurs ou distributeurs. Pour cet originaire de Bélane, développer les savoir-faire guyanais reste une priorité, à l'image de notre bois de rose dont la qualité est inégalable, ou encore des éponges végétales, tout simplement concombre longe séché. Avec l'éponge végétale, là nous avons... On poursuit avec l'opération Dictée pour tous, proposée pour la première fois chez nous par l'association France-Québec. Aujourd'hui, plus de 1300 collégiens y ont participé dans plusieurs établissements. Petite difficulté, des termes typiques de la région du Bouches-du-Rhône traînent dans les textes choisis. Jonathan Lariot a planché ce matin avec les élèves du collège Justin Cataillé. Dans cette classe, la concentration est à son maximum. Les élèves sont tous attentifs à la lecture de la dictée. Dépêcha Jules, virgule, homme d'action, encore Bigous. Point. Et au moment de rendre la copie, le doute est bien présent. Tout est juste, hein? Non? Ah bon? Je préfère rendre tout de suite. Il y avait plein de mots difficiles et il y avait des mots qu'on ne connaissait pas. Je pense que j'ai fait beaucoup de fautes. Je crois que j'ai fait beaucoup de fautes, j'ai pas accordé les mots. Parce qu'il y avait beaucoup de mots difficiles. Si la dictée fait partie du quotidien de ces jeunes collégiens, celle-ci est un peu particulière. Dans sa composition, des mots et des expressions de la langue française peu utilisées ou propres à certaines régions. Il me semble que même parfois en sortant de grandes écoles, on utilise encore la dictée pour départager des élèves. Donc c'est un exercice pertinent, bien sûr il n'y a pas que ça quand on fait l'orthographe. Et je pense qu'après c'est une richesse, oui, pour eux de s'apercevoir que le français est une langue vivante. Une initiative mise en place par l'association France-Québec dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie. En Guyane, ils sont plus de 1300 élèves à participer dans plusieurs établissements. Pensez-vous qu'elle était difficile cette dictée? Oui. Cela fait une douzaine d'années que France-Québec a initié cette dictée francophone qui est proposée à toutes les régions francophones. Alors, mais c'est une façon de montrer la richesse de notre langue. La France ne possède pas le monopole du français. Il y a effectivement beaucoup de pays qui utilisent cette langue et nous devons nous l'approprier et nous approprier des différents aspects que présente le français. Seules les 3 meilleures copies seront récompensées et à défaut, ceux qui n'auront pas réussi sortent de cette dictée avec un peu plus de vocabulaire. On termine ce journal avec cette belle histoire qui aurait pu bien mal se terminer pour Barbara. C'est le nom du cachalot qui a été sauvé des eaux par des équipes nautiques de la gendarmerie sur une plage de Basse-Terre en Guadeloupe. Après 5 heures d'intervention, le mammifère de 2 tonnes, pris au piège dans des filets de pêche, a pu regagner le large. Le récit de Bénédicte Jourdier. On a un vert qui est encore plus serré. C'est un vert qui arrive entre les deux bleus là. Sur ces images, on aperçoit la queue du cachalot entravée par des filets. Pour libérer ce mammifère de 2 tonnes, 7 sapeurs-pompiers se sont mobilisés avec les conseils de Manolo Rinaldi de l'association Évasion Tropicale qui gère les échouages des cétacés. Donc un spécialiste des cétacés qui, tout au long des nombreuses heures de l'intervention, a su nous guider et interpréter
les réactions du mammifère face aux différentes actions qu'on essayait de mettre en place. Donc petit à petit, avec énormément de précautions, puisque c'est quand même un animal de grande envergure et extrêmement puissant, donc il ne fallait pas blesser l'animal et il ne fallait pas blesser les agents engagés aussi. Vers 23h30, on a réussi à dégager Barbara. Barbara, c'est comme ça qu'on l'a appelée hier. On a réussi à la dégager, à la libérer de toute entrave et elle a pu rejoindre son groupe. Voilà. C'est depuis le bateau qu'ils ont pu couper le filet en faisant monter une partie de la queue de l'animal à bord. Une intervention assez périlleuse. C'est une première pour nous. C'est quelque chose qui n'est pas fréquent, mais qui arrive. D'ailleurs, à ce sujet, il est important de faire passer un message de prudence aux usagers de la mer qui pourraient se trouver confrontés à ce genre de situation. Et le message est qu'il ne faut pas essayer de se mettre à l'eau. C'est un animal extrêmement corpulent, protégé. Il faut faire extrêmement attention. La conduite à tenir est de contacter le réseau d'échouage de Guadeloupe, donc l'association Évasion Tropicale, et qui, eux, sont les seuls compétents à pouvoir mener à bien ce genre d'opération. Oui, ça se fait. L'animal a finalement retrouvé la liberté aux alentours de 23h. C'est pas rien, c'est très particulier, on l'a dit. C'était une opération longue, qu'on est tout à fait fiers d'avoir réussi. L'émotion, oui, l'émotion, la récompense de voir cet animal, ce mammifère magnifique, nager libre autour de notre bateau, oui, ça va rester un très grand souvenir, une belle histoire. Voilà tout ce qu'il reste des bouts. Barbara, elle, a retrouvé les siens, restés à côté durant toute l'intervention. C'est la fin de ce journal local. Tout de suite, l'information nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV. À tout à l'heure.